Vous écoutez le Libre Journal des Chevaux Légers dirigé par Luc Le Garsmer, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 4 février 2021 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission uniquement par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir. L'émission de ce soir est encore proche du 21 janvier, anniversaire de la mort de Louis XVI, et je regrette que l'actualité m'ait fourni cette année, avec la mort du baron Pinotto le 24 novembre, à la fois un si beau sujet et un si bon sujet, comme on le verra ce soir au fil des hommages que lui rendent des hommes de science. Hervé Pinotto, nous dit Jérôme Seguin dans le numéro de janvier de Lecture française, je cite, fut et reste un monument de l'étude de l'histoire, de la culture et de l'intelligence française. Fin de citation. Et de fait, nous évoquerons ce soir son apport à la phaléristique avec Patrick Spiliart, son apport à la vexillologie avec Cédric de Fougerolles, son apport à l'héraldique avec Emmanuel Rousseau. Et puis, nous aurons une note peut-être plus personnelle et plus intime avec Henri Pinotto à la fin de cette émission. Il écrira à la fois un Hervé Pinotto plus intime, je l'ai dit, et notamment le chrétien qu'il fut, et plus public, en raison de son engagement légitimiste. En dernière partie, nous entendrons sur un autre sujet Tristan de Bourbon-Parme, qui est journaliste, correspondant à Londres de La Croix, et qui consacre à Boris Johnson la première biographie en langue française. Elle est intitulée « Boris Johnson, un Européen contrarié ». C'est aux éditions François Bourin. Bonsoir, Patrick Spiliart. Bonsoir, monsieur. Alors, Patrick Spiliart, vous êtes phalériste, vous êtes membre du conseil d'administration de la Société des membres de la Légion d'honneur, la SMLH. Et vous êtes des amis du musée de la Légion d'honneur. Société des amis, pardon. Du musée de la Légion d'honneur. Société des amis du musée de la Légion d'honneur. Et vous êtes co-auteur de l'hommage à Hervé Pinotto autour de l'ordre du Saint-Esprit que publie ces jours-ci le Léopard d'Or, une maison d'édition qui a publié une foultitude d'ouvrages d'Hervé Pinotto. Alors, vous en êtes le co-auteur puisqu'on y trouve 4 textes publiés par vous-même et par Michel Popov après une présentation de l'éditeur Patrice de la Perrière. Ces textes sont eux-mêmes suivis d'une postface du célèbre héraldiste Michel Pastoureau et spécialiste des couleurs. Et on trouve donc dans ce volume d'hommage des études sur le cérémonial et les insignes de l'ordre du Saint-Esprit, au nombre de 3, et puis l'Office du Saint-Esprit, traduit en français à l'usage des chevaliers. Vous nous présenterez ces textes tout à l'heure, vous rédigez vous-même de contributions. Alors, il faudrait peut-être, Patrick Spiliart, au commencement de cette entrevue, définir la phaléristique, qui est un mot un peu étrange, qui m'évoquait, moi, d'abord des bateaux. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les phalères ne désignaient pas des bateaux dans l'Antiquité, ou c'est le nom du rostre ou... À l'époque romaine, en fait, les phalères étaient des plaques que l'on portait sur les cuirasses et qui étaient en forme de décoration. On dit que ce sont les premières décorations. Et alors le terme est un peu prétentieux, moins connu que la numismatique ou la bibliophalie, mais c'est le terme qui est utilisé en fait pour les spécialistes d'ordre de chevalerie, de décoration civile ou militaire ou de médailles commémoratives. Quelque part, on peut dire que c'est une branche qui a évolué de la numismatique. C'est-à-dire de la science des monnaies. De la science des monnaies. Donc, au niveau du musée de la Légion d'honneur, nous possédons une société d'amis qui aide le musée à compléter ses collections, parfois qui l'assistent dans l'organisation d'expositions. La dernière portait par exemple sur le maréchal Foch et ses décorations. Nous éditons également un bulletin. Et ce bulletin, dans lequel Hervé Pinotto a écrit souvent, est un bulletin en fait d'études scientifiques sur ces questions d'ordre et décoration. Pourquoi scientifique ? Parce qu'en fait, l'objectif
c'est quand même de recourir à la science historique, c'est-à-dire aux méthodes de recherche et de recours aux sources pour pouvoir avancer des explications. Et l'exemple type, c'est sur l'ordre du Saint-Esprit. Voilà un ordre extrêmement important, ordre de chevalerie extrêmement important qui a été créé par le roi de France en 1578. Henri Mais III. j'y reviendrai, Henri III. Et donc, qu'est-ce qu'on peut raconter de certains, d'historiques, utilisables par des chercheurs en histoire, utilisables ensuite par des historiens d'art éventuellement, et enfin, sûr pour le grand public, que l'on puisse extraire de la science historique et donc du recours aux sources. Donc je le dis, dans la falléristique, il y a trois éléments principaux. Les ordres de chevalerie, l'étude de trois éléments principaux, les ordres de chevalerie. Qu'est-ce que c'est les ordres de chevalerie ? Au Moyen-Âge, après les croisades, enfin pendant les croisades, mais après la prise de Jérusalem, se sont créés des ordres religieux monastiques hospitaliers, militaires. Pourquoi des ordres de militaires monastiques ? C'est tout simplement parce qu'il fallait assurer la sécurité des pèlerins. Pourquoi hospitaliers ? Parce qu'il fallait les accueillir, pas simplement les soigner, hôpital au sens d'hôtel. Ces ordres hospitaliers ont acquis un tel prestige dans la lutte qui a été menée en Terre Sainte contre l'islam, qu'ils ont rayonné dans toute la chrétienté. Et ils ont d'ailleurs eu des prolongements en Europe, par exemple en Espagne, avec des ordres qui luttaient pour la reconquista de l'Espagne, les ordres de Calatrava, d'Alcantara, de Saint-Jacques, l'ordre de Notre-Dame de Montessa, tous ordres de chevalerie à caractère religieuse. L'ordre du Christ aussi, qui vient du Portugal et qui ensuite a été initialement quand même créé par le pape, reconnu par le pape et qui vient directement des Templiers en fait. Donc il y a toujours, Patrick Spilliard, je vous coupe à ce moment, il y a évidemment une origine militaire puisqu'il s'agit très concrètement de protection individuelle. Tout à fait. Et puis il y a, à partir du Moyen-Âge, création d'organisations, pour le dire communément, sur une double base catholique et guerrière, voilà, à partir de champs d'opération. À partir de champs d'opération. La Reconquista, et avant cela, en Espagne, et avant cela, la Terre Sainte. Une défense. Et par exemple, l'ordre de Sainte-Marie des Allemands, créé en Terre Sainte, a ensuite été le fer de lance de la conquête de la Prusse au XIIIe siècle, et donc du fait que la Prusse soit devenue un pays catholique. Et tout ça a une expérience, a une importance historique extrême, parce que le dernier État d'Europe de l'Est à s'être converti, c'est la Lituanie. Et la Lituanie s'est convertie parce que le roi de Lituanie, Gediminas, a épousé la reine de Pologne pour créer finalement un ensemble polono-lituanien. Et ils ont créé cet ensemble catholique parce qu'il fallait qu'ils se défendent quelque part contre l'ordre teutonique qui menaçait évidemment à la fois la Pologne déjà et évidemment la Lituanie et les pays baltes. Donc voilà, cette partie, ce sont historiquement des ordres monastiques, d'origine monastique, ordres dits religieux, militaires et hospitaliers. Aujourd'hui, il en reste, le plus célèbre d'entre eux est l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dit de Malte. Évidemment, il n'a plus une vocation militaire, mais il a avant tout une vocation hospitalière et une vocation qui est d'organiser finalement des hôpitaux à travers le monde. Donc c'est même une institution de droit international. Deuxième catégorie qui rentre dans la science entre guillemets de la philtéristique, c'est tout ce qui concerne les ordres de chevalerie, mais qui n'ont pas d'origine strictement religieuse. En fait, à partir du XIVe siècle, la constitution progressive d'État autour de dynasties va conduire finalement à l'organisation par un certain nombre de souverains ou de princes à des confréries de chevaliers
autour de ses souverains et de ses princes. Historiquement, le baron Pinotto l'a souligné, la première confrérie de ce type a existé en Hongrie. Et celle qui est la plus connue et qui existe depuis le milieu du XIVe siècle, c'est évidemment l'ordre de la Jarretière. Ordre de la Jarretière qui a une finalité politique extrêmement précise, extrêmement... Alors, anglais, pas britannique. Pardon, anglais, parce que chaque... Pour une fois qu'il faut dire anglais et non britannique. Voilà. Chaque royaume du Royaume-Uni a son ordre de chevalerie à soi. Les Écossais seraient très très marris de ne pas apprendre que l'ordre de Saint-André, qui est le leur, l'ordre du Chardon, pardon, je dis Saint-André, mais parce qu'il y a le symbole de Saint-André, l'ordre du Chardon, c'est leur ordre à eux, comme l'ordre de la Jarretière est l'ordre pour les Anglais. Quelle est l'utilité de la connaissance, en fait, de la création de l'ordre de la Jarretière par le roi Édouard III? Édouard III se lance dans une conquête qui est celle du royaume de France, qu'il estime être le sien. Donc, pourquoi est-ce qu'il le fait? Tout simplement parce que le royaume de France est un colosse de presque 15 à 20 millions d'habitants, le pays le plus peuplé d'Europe, plus peuplé à l'époque même que la Russie, le plus riche d'Europe, le royaume qui est considéré comme le plus important de la chrétienté et le plus ancien également, puisque depuis le baptême de Clovis à Reims, c'est le premier royaume catholique d'Europe. Évidemment, il fait valoir ses droits d'héritage, puisque nous sommes à l'époque de la féodalité, et donc les terres lui appartiennent par droit d'héritage, il l'estime, et il va utiliser une confrérie autour de lui pour célébrer à la fois sa victoire à Crécy et pour s'adjoindre des grands seigneurs anglais et potentiellement ensuite français, sachant que tous les seigneurs anglais parlent français à l'époque, puisque c'est des Normands en fait, et que tout le monde parle le même langage des deux côtés de la Manche. Il y a de la famille d'Harcourt d'un côté comme de l'autre de la Manche. Ils le savent très bien. Il utilise quand même les couleurs du royaume de France, les couleurs des Capétiens, c'est-à-dire l'azur et l'or. Et il va briser ses armes automatiquement pour réclamer la couronne de France, c'est-à-dire il mettra d'abord de France avant d'Angleterre. Et évidemment, la Jarretière, c'est ça. Et la Jarretière, c'est le symbolique de l'union, c'est-à-dire j'unis les royaumes de France et d'Angleterre dans un ensemble. Et d'ailleurs, honni soit qui mal y pense que le roi d'Angleterre n'est pas le roi de France. Alors ensuite, on a brodé sur une autre légende. Donc deuxième catégorie, ces ordres de chevalerie à caractère étatique, dont qui sont politiques, qui sont attachés à un souverain, qui renforcent un règne, et qui lui attachent surtout les grands. Et qui lui attachent avant tout les grands dans une logique politique. Les plus connus de ces ordres sont la Jarretière, la Toison d'Or, l'ordre du Saint-Esprit. Puis ensuite, il y a une troisième catégorie dans la phaléristique, c'est ce qu'on appelle les décorations. Les décorations militaires. Alors là, ça apparaît plus récemment. L'inventeur des décorations militaires, c'est une invention géniale de Louis XIV, qui crée en avril 1693, en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg, une décoration qui s'appelle l'ordre de Saint-Louis, qui n'est plus réservée uniquement aux grands. Il faut être, certes, catholique, mais il ne faut pas plus nécessairement être noble. En tout cas, on peut être noble récent, contrairement au Saint-Esprit pour lequel il y a des quartiers de noblesse, contrairement à d'autres ordres dans d'autres pays pour lesquels, parfois en Allemagne, il faut avoir tous les quartiers assez complets. Non, le Saint-Louis, c'est un ordre de mérite. Un ordre de mérite d'abord militaire, parce que d'abord le service, c'est d'abord un ordre militaire. Cette question des décorations va évoluer énormément grâce à Napoléon, qui va créer la Légion d'honneur, qui n'est plus réservée uniquement aux militaires, mais également donnée aux civils, qui n'est plus réservée uniquement aux officiers, mais également aux simples soldats. Pas simplement au maréchal de France, mais aux simples soldats. Donc ça, c'est une troisième catégorie, dont dérivent également, on peut évoquer ça, les médailles commémoratives. Les médailles commémoratives, elles sont inventées, entre guillemets, essentiellement par les Russes à l'époque de Pierre le Grand. Qu'est-ce que c'est une médaille commémorative? Une médaille militaire commémorative, c'est-à-dire, vous avez participé à une campagne,
on vous donne la médaille en souvenir de la participation à cette campagne. La première médaille commémorative la plus célèbre, après les médailles russes qui ont été données tout au long du XVIIIe siècle, la plus célèbre, c'est la médaille de Waterloo, qui, la première à être vraiment célèbre, qui est nominative et qui est donnée vraiment aux soldats britanniques, pour le coup, qui ont participé à la bataille de Waterloo. Et ça, c'est important parce qu'en fait, tout va en découler. De la Légion d'honneur va découler tout le système des ordres et décorations actuels. De la médaille commémorative de Waterloo va découler tout le système britannique des médailles commémoratives. Et plus largement, à partir de la médaille de Sainte-Hélène française, qui est la grande médaille commémorative française militaire, toutes les médailles commémoratives que nous connaissons. Cela dit, la première médaille commémorative civile française, c'est la médaille des journées de juillet 1830. Ça nous renvoie à Pinoteau, c'est-à-dire que la chute de la monarchie de la branche aînée de Bourbon donne lieu à une décision très politique du nouveau souverain qui décide de distribuer 1789 croix de juillet, donc qui sont une décoration. Et pour ne pas trop mécontenter les gens qui n'auront pas été servis, il décide de créer la médaille de juillet, qui est donc une médaille civile. Donc je crois qu'il y en a 3363. Alors ça aussi, c'est un élément important. J'ajoute, pour terminer sur la faléristique, que contrairement à la numismatique, en faléristique, on raisonne en général sur des petits nombres. Des petits nombres. Si on est spécialiste de numismatique, on sait très bien que pour le type d'Omar, du profil, je sais pas, de Louis-Philippe, il peut y avoir eu, je sais pas, 40 000 j'allais dire, frappes. Bon. Sur la faléristique, on raisonne toujours sur des chiffres beaucoup plus petits. Quelques dizaines de milliers. En raison de cette notion de distinction, vous avez bien montré comment on parvenait à la notion de mérite. Patrick Spilliard, quel est l'apport d'Hervé Pinoteau à cette discipline de la faléristique ? Alors, il faut quand même... Et son centre d'intérêt majeur. Jusque à Hervé Pinoteau, à de très rares exceptions près, les études de faléristique, c'est-à-dire les études scientifiques avec le recours aux sources, étaient quand même assez rares. Et quand on regarde la biographie, par exemple, sur l'ordre du Saint-Esprit, qui est quand même un de ses apports les plus importants, si on regarde ce qui avait été écrit sur l'ordre du Saint-Esprit, moi je vais être très très clair, il y avait très peu de choses. Une histoire publiée en 1695, un historiographe, Poulain Sainte-Foy, qui en 1760 sort une nouvelle histoire qui va être publiée jusqu'en 1775, deux monographies et listes de chevaliers qui sont publiées de façon très sérieuse par Félix Panard en 1868 et par le vicomte de Favigny en 1873, et puis rien. Donc jusqu'aux livres d'Hervé Pinoteau qui vont s'enchaîner, c'est-à-dire d'abord son état présent de la maison de Bourbon en 1975, sur lequel il évoque déjà l'ordre du Saint-Esprit. Et qui, il y a eu d'autres éditions depuis. Et il y a eu d'autres éditions depuis. Ensuite, son ouvrage de 1983 qui s'appelle « L'état de l'ordre du Saint-Esprit en 1830 et la survivance des ordres du roi ». Ensuite, son ouvrage de 1995 qui s'appelle « Les ordres de chevalerie du roi de France », ouvrage très important, publié aux éditions du Léopard d'Or. Et d'ailleurs, initialement, la raison pour laquelle, avec Michel Popov, nous avons voulu publier notre ouvrage, c'est que c'était 25 ans après, nous voulions lui rendre hommage à ses travaux de recherche. L'ouvrage de Michel Popov, évidemment, encouragé et préfacé par notre ami Pinoteau. L'Armorial de l'Ordre du Saint-Esprit. En 1978. Et le très important ouvrage publié en 2 fois d'Hervé Pinoteau sur la symbolique royale française, dont la suite est le chaos français, qui a un petit peu couronné son œuvre. Il avait écrit un certain nombre d'articles très importants, notamment sur l'ordre du Saint-Esprit, qui ont été republiés dans les 25 ans d'études dynastiques, dont la dernière édition est de 2014. Je dis tout ça parce que la maison du Léopard d'Or d'édition est une bonne maison. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes. C'est aussi ce que dit Michel Pastoureau, et elle a en tout cas le grand mérite de publier tous ses livres. Il s'est donc intéressé à cet ordre du Saint-Esprit, dont on comprend, en vous écoutant Patrick Spilliard, qu'il n'était pas le plus ancien,
Et sur la question de la postérité, en revanche, c'est peut-être plus discuté. Est-ce qu'il a servi de modèle ou en définitive beaucoup moins que la Légion d'honneur ou d'autres ordres encore? Évidemment en distinguant, puisque vous avez proposé de distinguer parmi les ordres, on n'a pas encore parlé des ordres dynastiques, ceux qui opéraient un regroupement des grands et s'assuraient la fidélité des grands autour du roi, et puis ceux qui opéraient essentiellement une distinction, notamment chez des hommes de peu, comme c'est le cas avec la Légion d'honneur. Alors, l'ordre du Saint-Esprit et la Légion d'honneur ne sont pas sur, j'allais dire, comme on dirait aujourd'hui, le même marché, et ne sont pas créés à la même époque. Ce qui est incontestable, c'est que dans les grands ordres de chevalerie, les 3 ordres les plus importants, qui auront le plus de structuration et finalement d'influence sur le reste des ordres, c'est l'ordre de la Jarretière, l'ordre de la Toison d'Or et l'ordre du Saint-Esprit. Et l'ordre du Saint-Esprit sera celui qui va le plus inspirer les autres. Pourquoi l'ordre du Saint-Esprit en 1578 ? Parce que la France, à l'époque, est plongée dans les guerres de religion. Et que Henri III a besoin, dans son royaume énorme, d'avoir une consolidation politique en attirant à lui la haute noblesse. Il y avait un ordre qui avait déjà été créé, un ordre de chevalerie purement français qui avait déjà été créé, qui s'appelait l'ordre de Saint-Michel. Je ne reviens pas sur des ordres plus anciens de l'époque de la Jarretière, mais l'ordre de Saint-Michel. Et en fait, cet ordre s'était dévalué à partir de Charles IX parce qu'il avait été trop largement attribué. Le roi Henri III décide de recréer cet ordre, de créer cet ordre du Saint-Esprit avec difficulté, parce que le pape va faire des difficultés pour arriver à le créer. Tout en réhabilitant l'ordre de Saint-Michel. Tout en réalisant, puisque c'est l'ordre c'est d'ailleurs l'ordre du Saint-Esprit pour être chevalier du Saint-Esprit, sauf pour les ecclésiastiques qui ne sont que commandeurs de l'ordre du Saint-Esprit. On est chevalier des ordres du roi. On a l'ordre du Saint-Esprit et de Saint-Michel. Ce qui va se passer, c'est que Henri IV, pour asseoir sa légitimité aussi, il est d'une légitimité incontestable sur le plan dynastique, mais il a besoin de se rallier à lui les grands. Il vient du camp protestant. À l'élite catholique, il a besoin de se la doter, et donc il va énormément renforcer cet ordre de chevalerie. Même chose sous Louis XIII, qui va faire cette grande promotion de 1619 et la grande promotion de 1633 où il recevra le cardinal de Richelieu, et donc les cérémonies de l'ordre du Saint-Esprit deviennent très importantes. C'est un outil politique encore très très utile. La fortune, si je puis dire, européenne de l'ordre du Saint-Esprit, c'est évidemment le règne de Louis XIV. On a encore du mal aujourd'hui à se représenter ce que représente le règne de Louis XIV. Le règne de Louis XIV, c'est l'État le plus puissant du monde crée l'armée la plus puissante du monde, l'appareil administratif le plus puissant du monde, la cour la plus belle du monde, dans un décor le plus beau du monde. Les gens sont ébahis. Et évidemment, l'ordre du Saint-Esprit, il inspire tous les autres. Dès le début du XVIIe siècle, la Jarretière, les Anglais n'ont qu'une idée en tête. Ils ont le regret d'avoir perdu la guerre de 100 ans. Ils sont fixés sur la France. Donc, dès le début du XVIIe siècle, le roi d'Angleterre s'inspire pour la Jarretière de l'ordre du Saint-Esprit. La plaque de la Jarretière, la couleur bleue de la Jarretière, tout ça vient de l'ordre du Saint-Esprit. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, à chaque fois qu'on crée des ordres de chevalerie, je pense par exemple à l'aigle blanc de Pologne, mais ça peut même être l'ordre de l'aigle noir de Prusse, lorsque la Prusse est constituée en royaume. Tout ça est inspiré par le modèle de Louis XIV. La Prusse est très inspirée, évidemment, par le modèle de Louis XIV. D'autant plus qu'il a nommé quelques étrangers. C'est évidemment le roi qui fait les chevaliers et de l'ordre. Parce que la maison de Bourbon va commencer à régner sur Madrid, puis évidemment sur Naples et sur Parme. Et donc, les dynastes de la maison de Bourbon, là vous avez évoqué la question dynastique, mais les dynastes de la maison de Bourbon vont tous porter le Saint-Esprit. Le roi d'Espagne porte la Toison d'Or et le Saint-Esprit. Il porte, à partir de l'arrivée sur le trône du roi Charles III en 1759, il porte en plus le Saint-Janvier qui a été créé sur le modèle du Saint-Esprit à Naples. À partir de 1773, il rajoute en plus le Charles III que le roi Charles III lui-même, roi d'Espagne, a créé. Tout ça, science auxiliaire de l'histoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on regarde un tableau et qu'on veut identifier une époque, il y a des détails qui ne mentent pas.
le tableau peut être très précisément identifié. Et je donne un exemple. Dans une exposition que nous avions réalisée au Musée de la Légion d'honneur en partenariat avec Chantilly, nous avons travaillé sur le tableau du dernier prince de Condé, décédé en 1830, de malheureuse façon, nous dirons-nous. Et ce prince de Condé est représenté avec le grand cordon de la Légion d'honneur. Il est totalement impossible que le prince de Condé, qui a reçu ce grand cordon de la Légion d'honneur, ait jamais voulu le porter, parce qu'il n'avait pas porté l'ordre créé par celui qui avait fait exécuter son fils. C'est totalement impossible. Le duc d'Enghien. Le duc d'Enghien. Donc en réalité, cet acte politique de le présenter avec le grand cordon de la Légion d'honneur est un acte politique postérieur à son décès, de 1830, où on repeint en rouge ce qui était bleu, et on peint par-dessus la plaque du Saint-Esprit, une plaque de la Légion d'honneur, sur laquelle on fait figurer les drapeaux tricolores, toute chose que le prince de Condé n'eut pas forcément totalement goûté. Donc, voilà qu'est-ce que c'est qu'une science auxiliaire de l'histoire. C'est éclairer, par exemple, les collections du château de Chantilly avec les connaissances que nous pouvons posséder grâce à Pinoteau, grâce aux recherches que nous menons à quelques-uns. Est-ce que c'est uniquement une plongée dans les profondeurs de l'histoire que la recherche phaléristique sur l'ordre du Saint-Esprit, ou est-ce qu'il y a une postérité, une continuité après 1830 ? Alors, Hervé Pinoteau, on lui doit également ce travail très 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 important d'avoir sérieusement établi, là aussi par des recherches de sources et par un travail d'érudition absolument remarquable. Que s'est-il passé après 1830, pour être précis, après le départ du roi à Cherbourg le 16 août 1830, l'ordre du Saint-Esprit existe-t-il toujours ? Le 16 août 1830, il est porté par les deux capitaines des compagnies de garde du corps à Cherbourg, le prince de Soldre et le duc de Luxembourg, de Montmorency-Luxembourg, et ensuite, il n'est plus utilisé au niveau étatique. Pourquoi n'est-il plus utilisé au niveau étatique ? Parce que, évidemment, Louis-Philippe, n'étant pas l'aîné, décide de ne pas utiliser cet outil, il utilise la Légion d'honneur. Charles X, ayant abdiqué, ne va plus distribuer le Saint-Esprit. On pense, et ça c'est le baron Pinoteau qui l'a établi, que le duc d'Angoulême a donné une croix, plutôt un collier du Saint-Esprit à un membre de sa maison. Et cette tradition va être continuée. Elle va être continuée par le comte de Chambord, après la mort du duc d'Angoulême. Elle va être continuée ensuite par la branche aînée succédant au comte de Chambord, qu'on appelle les princes d'Espagne, qui sont peu connus en France, mais qui ont continué à attribuer. Et ce qui est intéressant sur un plan strictement historique, c'est qu'en fait, tous ceux qui se sont engagés, en tout cas au XIXe siècle, puis de façon moins nombreuse encore au XXe siècle, tous ceux qui étaient clés dans cette aventure de suivi finalement de la branche aînée et de ses traditions, il y en a quelques-uns qui ont reçu de la part à l'époque des chefs de la branche aînée un collier de l'ordre du Saint-Esprit. Ça a un impact. Laïque et ecclésiastique. Laïque et ecclésiastique. Jusqu'au prince Alphonse inclus, le père de Louis de Bourbon. Voilà. Alors, avec là aussi un aspect important en matière de phaléristique, c'est que la Révolution française avait détruit les colliers du Saint-Esprit. Miraculeusement, le trésor de l'ordre du Saint-Esprit a été caché miraculeusement et courageusement surtout, parce que les miracles existent, le courage, c'est plus rare. Donc, a priori, l'historiographe Chérin a caché le trésor chez lui. Et après le départ en 1830 du roi Charles X, en fait, la tradition s'est établie que les chevaliers qui devaient rendre au roi leur collier ont continué à le renvoyer. Et en fait, il y a eu jusqu'à, on le sait par une lettre adressée au grand chancelier de la Légion d'honneur en 1928, il y a eu jusqu'à 36 colliers à Frosdorf. Comme en tout, il y en a eu 93 qui ont été fabriqués, donc ça fait quand même beaucoup, 36. Donc 36 colliers à Frosdorf étaient dans les mains du comte de Chambord et ensuite du duc de Madrid, celui qui s'est battu pour être roi carliste d'Espagne. Charles XI, voilà. le légitimiste. Et de son fils. Donc sur le plan phaléristique, c'est très important. On peut tracer ces objets, parfois.
Et c'est important de le savoir parce que dans les collections françaises, jusqu'à une date récente, il y avait quand même peu de colliers du Saint-Esprit. Et puisque Napoléon III avait décidé, enfin l'administration française sous Napoléon III, je ne pense pas à l'empereur lui-même, mais l'administration, dans sa grande sagesse, avait décidé en 1861 de fondre les 10 colliers du Saint-Esprit qui restaient du trésor de l'ordre, qui était resté à la Chambre des Pairs en juillet 1830. Qu'est-ce que, pour conclure cette entrevue, Patrick Spiliart, mais s'il vous plaît, restez en plateau avec nous, qu'est-ce que vous retiendrez de vos lectures et de vos rencontres avec Hervé Pinoteau? Est-ce qu'il y a un point qui vous semble particulièrement saillant dans son travail ou dans ce que je retiendrai d'Hervé Pinoteau, c'est une sincérité absolue qu'il a mis au service d'une grande érudition. Et il a laissé une œuvre historique, une œuvre de référence, une œuvre dans laquelle tous les historiens peuvent piocher, quels que soient ensuite les sujets, incontournable sur un certain nombre de sujets en matière de symbolique royale, en matière d'ordre de chevalerie, et en particulier d'ordre de chevalerie français, et notamment sur l'ordre du Saint-Esprit. Et ce n'est pas si mal. Et c'était un homme tout à fait sympathique et non, un grand personnage. J'avais beaucoup d'affection pour lui, puisque nous étions ensemble au conseil d'administration de la Société des Amis du Musée de la Légion d'honneur, et que j'avais fait sa rencontre en 1999. C'est lui qui m'avait amené à m'investir dans la recherche. Merci beaucoup, Patrick Spiliart, pour cet hommage à Hervé Pinoteau et puis cette présentation de l'ouvrage que vous signez avec Michel Popov au Léopard d'Or. Ces 4 textes d'hommage intitulé Autour de l'ordre du Saint-Esprit, présentation de Patrice de la Perrière, postface de Michel Pastoureau. Nous avons au téléphone Cédric de Fougerolles. Bonsoir. Bonsoir. Cédric de Fougerolles, vous êtes président de la Société française de vexillologie. Alors, commençons par définir cette discipline, une discipline dont, si j'ai bien compris, Hervé Pinoteau a arrêté le nom. Alors, c'est pas. Il a contribué à l'arrêter. À son époque, voilà, il a en tout cas le créateur et l'introducteur de cette discipline en France. C'est la discipline qui étudie les drapeaux, comme l'héraldique étudie les blasons. Alors, ça existait évidemment avant que ça soit nommé, mais le nom est assez récent. C'est un Américain à la fin des années 60 qui a donné ce nom de vexillologie. Les Français s'étaient un peu battus, les francophones s'étaient un peu battus pour qu'on parle de la banniéristique, comme les bannières, mais finalement c'est la vexillologie qui l'a emporté. Oui, c'est amusant, voilà. D'autant plus que banner désigne le drapeau en anglais. Oui, tout à fait, mais voilà, c'est finalement la vexillologie, c'est le nom latin. Quand on pense au Vexilla Regis, par exemple, le célèbre hymne, voilà, on pense au drapeau. Et Hervé Pinoteau a fait partie de cette génération qui a détaché cette science de l'héraldique et qui en a fait une science à part entière. Quelle est la place des Français dans ces travaux ? Alors, peu importante malheureusement, sont surtout les anglo-saxons qui sont très forts. On sait qu'aux États-Unis, il y a des drapeaux partout, dans chaque maison, sur chaque bâtiment. Et ça n'a pas du tout la connotation nationaliste que ça a en France, par exemple. Mais il y a aussi en Suisse, en Grande-Bretagne, dans les pays du Nord de l'Europe, voilà, dans les nations maritimes, les drapeaux sont très importants. En France, ils sont moins importants, moins étudiés, moins appréciés aussi. Et parfois, on voit des drapeaux, il faut bien le dire, sur les mairies et sur les bâtiments publics qui sont un peu abîmés, ce qui n'est pas possible dans un pays qui respecte les drapeaux. Peut-être aussi le fait que nous ne sommes pas une fédération et qu'en conséquence, il y a peut-être moins de drapeaux intermédiaires. Il n'y a pas de drapeau de canton, il n'y a pas de drapeau d'État. C'est vrai. Alors ça, c'est la grande histoire des drapeaux en France que Hervé Pinoteau a énormément étudié. C'est cette question du drapeau tricolore, finalement, qui s'est imposé et qui est l'unique drapeau français. Même les territoires d'outre-mer, c'est très compliqué sur le plan juridique d'avoir leur position. Qu'est-ce qu'un drapeau de Wallis et Futuna ou un drapeau de Nouvelle-Calédonie? C'est des débats politiques très compliqués. Et c'est vrai que le bleu, blanc, rouge a écrasé tous les autres drapeaux en France. C'est vrai, mais heureusement, avec les nouvelles régions, avec ce qui se passe en Alsace aujourd'hui, avec évidemment la Bretagne, la Corse, le Pays Basque, on voit quand même les drapeaux régionaux qui apparaissent, qui sont importants, qui sont connus parfois dans le monde entier.
Alors, vous parlez du drapeau tricolore, c'est l'objet de certains travaux vexillologiques d'Hervé Pinoteau, et notamment, c'était pour lui l'objet d'un débat avec Michel Pastoureau, puisque, on le sait, les origines du drapeau bleu-blanc-rouge sont controversées, mais vous rapportez dans le numéro 146 de Drapeaux et Pavillons, qui est le bulletin de la Société française de vexillologie que vous présidez, vous rapportez que Hervé Pinoteau a nié que ces trois couleurs eussent pour origine les couleurs du drapeau américain. Oui, voilà. Alors c'est un grand débat. C'est vrai que Michel Pastoureau, qui est un très grand spécialiste de symbolique, de couleurs, voilà, d'héraldique, est quelqu'un qui n'aime pas les drapeaux, mais qui sait bien aussi. Il le dit, hein, c'est pas, voilà, il dit qu'il n'aime pas les drapeaux, mais il sait bien aussi que c'est un élément indispensable, important de la symbolique. Et lui, sa théorie, c'est que les trois couleurs françaises sont issues du drapeau américain à cause de la Révolution américaine, auquel c'est vrai, les libéraux français ont participé, auquel à laquelle la fin de l'Ancien Régime a été assez favorable, il faut bien le dire, et donc il dit ce tricolore vient de là, et donc l'ancêtre finalement du drapeau tricolore serait le drapeau britannique, peut-être, qui était lui aussi bleu, blanc, rouge, et dont les Américains se sont inspirés, c'est évident. Alors, Hervé Pinoteau dit que c'est pas vrai, et je pense qu'il a raison. Il explique, et ça c'était sa grande théorie dont vous avez parlé évidemment, c'est-à-dire sa grande théorie du temps long en matière de symbolique, une symbolique qui est très ancienne en France, et que finalement le bleu, le blanc et le rouge sont des couleurs de la monarchie, de la nation française très ancienne, et qu'elles se sont un petit peu cristallisées au moment de la Révolution. C'est vrai que le bleu et le rouge étaient les couleurs de Paris, mais c'est vrai aussi que le bleu, blanc, rouge c'était la livrée des Orléans. On le retrouve sur beaucoup de choses de la fin de l'Ancien Régime. C'était cette notion aussi des bandes que le néoclassicisme dans la matière d'art, d'ameublement, de tissu a beaucoup aimé. Et finalement, le bleu, blanc, rouge s'est cristallisé à ce moment-là, mais ça ne vient pas du tout d'une influence américaine, même si Lafayette a été important dans tout ça et a un peu arrêté le drapeau tricolore, enfin en tout cas le bleu, blanc, rouge, puisque le drapeau lui-même, ça n'est pas aujourd'hui, on est certain que ce n'est pas l'influence américaine. Alors, on lit dans la symbolique royale française, 5e, 18e siècle, qui est, j'allais dire une somme, qui en fait est le premier tome d'une trilogie qui est une somme et qui est une histoire symbolique et une histoire de l'emblématique française. On lit, entre autres choses, sous la plume d'Hervé Pinoteau, que la tenue de vénerie d'un Louis XV était, je cite, une autre démonstration de l'attirance des rois Bourbons pour le bleu et le rouge. Fin de citation. Il cite également Louis XIII. Il dit que Charles IX déjà arborait l'incarnat, le blanc et le bleu, etc., etc. En tout cas, ce que l'on comprend, c'est que plus personne ne défend encore la thèse d'une origine parisienne des trois couleurs. Et puis Patrick Spinière, nous rappelle très justement que il y a le bleu du Saint-Esprit, puisque le bleu de la Vierge, mais notamment le bleu du Saint-Esprit que l'on vient d'évoquer à travers ces travaux portant sur l'ordre du Saint-Esprit. Je crois pas qu'on puisse dire que les couleurs de la ville de Paris sont pas importantes. Elles le sont parce qu'en fait, le bleu, blanc, rouge, ce sont vraiment les couleurs de la garde nationale, cette garde nationale qui s'est créée aux alentours du 14 juillet, enfin qui s'est vraiment et les premiers drapeaux finalement bleu, blanc, rouge, ce sont des drapeaux qui sont les drapeaux des principales sections de Paris de la garde nationale. Et c'est vraiment ces couleurs de Paris qui ont quand même été extrêmement importantes, même si effectivement le bleu et le rouge sont des couleurs fondamentales, et ça Hervé Pinoteau le montre très bien, des couleurs fondamentales de la monarchie française, c'est certain. C'est certain, mais ceci dit, on aurait pu choisir l'or, qui était aussi une couleur très importante de la monarchie française. Et ce qui est important au fond, et Hervé Pinoteau le montre, c'est que on cristallise. C'est ce que je disais tout à l'heure, on bloque ces couleurs. Autant la monarchie française, la monarchie, l'aristocratie, c'était une multitude de couleurs, un éclat incroyable. Et la Révolution va bloquer les choses et va dire sans le savoir, ça va se faire peu à peu, mais finalement ça va vraiment s'agréer à ce moment-là, se bloquer à ce moment-là. C'est le bleu, le blanc et le rouge. Alors les formes. Donc c'est un assèchement que vous décrivez en fait. Oui, pardon. L'attachement que vous décrivez au drapeau tricolore aujourd'hui, au drapeau bleu, blanc, rouge, il correspond aussi à un assèchement d'une tradition dont vous avez dit qu'elle était sans doute une tradition de création vexillologique, dont vous avez dit qu'elle était moins intense en France que dans d'autres pays. Mais pour autant, et ça vous êtes très clair dans
nécrologie que vous consacrez à Hervé Pinoteau, ce qu'il démontre, c'est que la grande nouveauté, c'est surtout la notion de drapeau national, de drapeau unique. Exactement. Et ça, c'est un de ces grands apports à la vexillologie française. Ce que aucun chercheur n'avait vu avant lui, c'est qu'il explique très bien, il le dit très bien, il n'y avait pas de drapeau national français avant, et il y avait peu de drapeaux en France. À part là, évidemment les régiments militaires, les pavillons de marine, certes, mais il n'y avait pas du tout cette tradition, il n'y avait pas du tout comme il y a d'autres nations, je pense à toutes les nations de la mer du Nord, notamment, ou de la Méditerranée. Bizarrement, la France était un peu à part dans tout ça, et la Révolution, finalement, ce moment-là, va faire en sorte qu'il y a vraiment un drapeau national qui va s'imposer et qui ne va plus bouger. Alors, ça, c'est très important. Des drapeaux, c'est Éric de Fougerolles, Hervé Pinoteau en a bien sûr lui-même dessiné, et notamment, alors c'est intéressant parce que ça montre, j'imagine, quels étaient ses goûts profonds, notamment le drapeau de cette société française de vexillologie, sur lequel on retrouve le bleu, le blanc et le rouge, ou le blanc, le bleu et le rouge, mais où il réintroduit en quelque sorte, en s'en justifiant, la croix blanche des régiments d'infanterie d'Ancien Régime. Et il dit quand même dans la description qu'il s'agit de, je cite, transformer le drapeau tricolore de la nation en prenant une croix blanche au lieu de la seule bande blanche verticale médiane. Cette croix est signe français par excellence depuis la guerre de 100 ans. C'est vraiment sa grande idée, c'est que il y a une rupture révolutionnaire, mais au fond, l'histoire de la symbolique française, que ça soit en matière de décoration, comme on évoquait le Saint-Esprit il y a quelques instants, que ce soit en matière d'héraldique, que ce soit en matière de symbolique, de sceaux, de choses comme ça pour la France, c'est une histoire longue. Et effectivement, c'est là où c'est très intéressant. Il ne refuse pas le bleu, blanc, rouge. Il sait que ça fait partie de l'histoire nationale, mais il a l'intelligence et la finesse de l'agglomérer avec cette croix blanche, que la croix française depuis très longtemps. Le blanc français, on va pas revenir là-dessus, mais le blanc d'Henri IV, certes, c'était le blanc des protestants au départ. Mais enfin, tout ça, c'est extrêmement intéressant, qui va être celui du pavillon blanc, bien sûr, de marine. Et il va réussir pour le drapeau de la Société française de vexillologie, mais on sait maintenant qu'il avait déjà eu cette idée avant le drapeau de cette société. Il réussit donc à prendre le bleu, blanc, rouge avec cette croix blanche finalement qui correspond à l'Ancien Régime, tout à fait. Mais il n'est pas exempt d'une certaine ambiguïté, parce que quand il s'agit là, c'est Éric de Fougerolles, du drapeau de la Société française de vexillologie, quand il propose un nouveau drapeau en cas de restauration, il reprend un semis de fleurs de lys, en superposant le Sacré-Cœur et le cœur de Sainte Vierge. J'ai pas de souvenir qu'il l'ait écrit, mais je me souviens qu'il ait dit comme ça dans une conversation à bateau rompu que on ne pouvait plus aujourd'hui, il n'était pas raisonnable d'imaginer un drapeau blanc, un drapeau uniquement blanc, ou un drapeau blanc avec juste des fleurs de lys. Et d'ailleurs, très étonnamment, il est quelque part un adversaire de la grande idée du comte de Chambord en disant je refuse le drapeau tricolore et je ne prends que le drapeau. C'est aussi une caricature des propos du comte de Chambord. On peut pas c'est un peu une propagande orléaniste. La grande question était celle du libéralisme et de l'adhésion à la Révolution. Il n'était pas attaché une serviette, pour reprendre un mot connu. Ceci dit, c'est là aussi, Hervé Pinoteau ne s'exonère pas de l'histoire de ce qu'il en est resté. La question du drapeau blanc, ça s'appelle comme ça, même si c'est une question politique et non pas une question vexillologique, je vous l'accorde parfaitement. Ceci dit, c'était cette espèce de symbolique et cette espèce de façon dont la première partie du 19e siècle a recréé une fausse image d'un drapeau de l'Ancien Régime. Voilà, il n'y avait pas, et ça Hervé Pinoteau le dit partout, il n'y avait pas sous l'Ancien Régime un drapeau national qui était un drapeau blanc. Il y avait un pavillon de marine qui était blanc, et encore, pas pour les galères, il était rouge, pas pour la marine commerciale, voilà. Et il y avait des fanions de commandement, la fameuse cornette de commandement qui était blanche, voilà, c'est le fameux panache blanc d'Henri IV, c'est vrai, mais il n'y avait pas cette notion de drapeau national comme on le connaît aujourd'hui dans tous les États du monde. Et puis Hervé Pinoteau en a également dessiné d'autres, le drapeau de la région des Pays de la Loire
Et puis, Tout à fait. il ne l'a pas dessiné, mais il a décrit ou précisé le drapeau de la Polynésie française. Voilà, exactement. C'est lui qui a, un peu comme un héraldiste, décrit de façon héraldique un blason. Lui, il a donné les bonnes notions, les bons termes, plus exactement, pour le drapeau de la Polynésie. Tout à fait. C'est vrai. Et il était très attentif à ça, très minutieux dans son dessin. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui dessinait bien dans son dessin et dans la façon de représenter les drapeaux, puisque les drapeaux, cette particularité par rapport au blason, le blason, c'est avant tout une phrase qu'on interprète par un dessin, alors que le drapeau, c'est un dessin et qui est un dessin qui est fixé. Voilà. Merci beaucoup, Cédric de Fougerolles, pour ces quelques mots au sujet de l'œuvre d'Hervé Pinoteau. On peut retrouver des nouvelles de la Société française de vexillologie sur son site, que je vous laisse annoncer. Voilà, c'est drapeau-sfv.org. Et puis on lira Drapeaux et pavillons. Le trimestriel Drapeaux et pavillons. Tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric de Fougerolles. À bientôt sur le plateau du Libre Journal des Chevaux Légers, une émission de Radio Courtoisie. Vous écoutez cette émission d'hommage à Hervé Pinoteau. Vous venez d'entendre Patrick Spiliart, phalériste, et Cédric de Fougerolles, vexillologiste. Nous entendons à présent Emmanuel Rousseau, qui est archiviste. Bonsoir Emmanuel Rousseau. Bonsoir monsieur. Emmanuel Rousseau, nous avons un petit peu tourné autour de l'héraldique depuis quelques minutes. Il faut évidemment en dire un mot. C'est l'une des disciplines qui ont peut-être le plus retenu l'attention d'Hervé Pinoteau, et on voit bien la place assez centrale de ce domaine dans son travail. C'était un héraldiste avisé. Il a beaucoup œuvré notamment à l'héraldique capétienne, mais il n'était pas sectaire. Il a travaillé également sur l'héraldique des Bonaparte. Oui, tout à fait, puisqu'il avait quand même des liens assez forts de par sa famille avec Bonaparte. Hein. Son ancêtre avait été général d'Empire et avait été le premier baron, si je puis dire, avait été fait baron dans des circonstances un peu particulières en 1814, et donc il s'était intéressé à l'héraldique napoléonienne. Mais il est vrai que son œuvre a d'abord porté sur l'héraldique capétienne par la publication en 1954 de son ouvrage sur les blasons, enfin les armoiries capétiennes. C'était le premier numéro d'une série promise à un certain succès qui s'appelle Les Cahiers Nobles, dans lequel Hervé Pinoteau avait pu mettre, je dirais, en valeur à la fois son génie historique, sa science, sa connaissance extrêmement fine de la maison capétienne et son incontestable talent en matière de dessin et de représentation héraldique. Il avait une patte tout à fait particulière qui était bien à lui et qui savait, comme l'homme du Moyen-Âge, puisque l'art héraldique est quand même un art du Moyen-Âge, un art de la représentation de soi qui nous vient des pratiques militaires médiévales, eh bien, il avait cet art de manier les couleurs, les pièces, et qui faisait, je dirais, sa particularité. Et même, votre précédent interlocuteur le disait, Cédric de Fougerolles, dans l'originalité des drapeaux qu'il pouvait composer, qui étaient totalement adaptés, je dirais, à la fois à l'histoire et à une symbolique extrêmement forte. Et ça, tout au long de sa vie, ça a caractérisé sa patte, je dirais, avec sa signature en rond, avec les initiales HP, qu'il plaçait toujours à côté de ses dessins. Cette activité héraldique, dont on comprend en vous entendant, Emmanuel Rousseau, qu'elle est évidemment nourrie, instruite, qu'elle est longuement méditée, qu'elle est active, qu'elle embrasse un vaste champ de connaissances et d'action. Elle fait aussi le lien avec une sorte de fil conducteur tout au long de cette très longue carrière d'Hervé Pinoteau qui est mort dans sa 94e année. Je veux dire son engagement au service de la légitimité des aînés de la Maison de Bourbon. Et on trouve notamment publié
de sa main un ouvrage intitulé « Les pleines armes de France de Clovis au duc d'Anjou ». Ces pleines armes de France, le port des pleines armes de France par l'aîné de la maison de Bourbon, ça a aussi été un enjeu judiciaire dans une querelle qui a eu lieu en première instance en 1988 et puis en appel en 1989. Et donc, on peut dire que ces travaux ont connu une application judiciaire et donc peut-être politique au cours de sa carrière. Ah oui, tout à fait. Il y avait eu un épisode précédent qu'on ne peut pas oublier dans la légitimité, qui était le mariage du prince Henri d'Orléans, où le prince avait utilisé ses armes comme dauphin de France. Et là, je crois que Hervé Pinoteau avait déjà fait montre de sa pugnacité et de son amour de la vérité. Parce que l'héraldique est un art qui traduit une vérité qui est celle de la légitimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter des armes auxquelles on n'a pas droit. Et finalement, le combat de 1988 a été, non pas l'ultime, mais je dirais le plus visible combat de la légitimité, qui a été aussi porté par Jean Foyer, si mes souvenirs sont exacts, l'ancien garde des Sceaux. Et donc là où, en quelque sorte, la République s'alliait, je dirais, à la légitimité pour démontrer de manière assez éclatante que eh bien, on ne peut pas porter des armes auxquelles on n'a pas droit. Et cette légitimité, Hervé Pinoteau l'a portée sans doute au plus haut dans cette deuxième partie du XXe siècle, parce que d'abord, il avait, par son expérience personnelle, son expérience politique personnelle, tiré des enseignements de la chute de la Troisième République, de l'échec du régime de Vichy. Il avait d'abord été monarchiste, et comme on l'était en France, monarchiste suivant les princes d'Orléans, et puis en étudiant non seulement l'héraldique, mais aussi l'histoire de la maison capétienne, il avait découvert par ses études que eh bien, les lois fondamentales du Royaume de France ne permettaient pas que la succession se fît n'importe comment, et que donc la succession légitime, d'un point de vue juridique, plaçait les princes de la maison de Bourbon espagnole eh bien, en première ligne pour porter les pleines armes de France et être les légitimes héritiers de tous ceux qui, depuis 1987, avaient été sur le trône de France. Et il y a un deuxième aspect dans cette légitimité qu'il avait voulu défendre, aspect qui est sans doute beaucoup plus important dans sa vie que le strict aspect dynastique. C'était un aspect christologique, un aspect transcendant qui lui venait de sa formation à la Cité catholique et qui lui avait donné cette grande idée et cette très belle aspiration dans une espérance chrétienne absolue et vécue de manière intégrale, cette idée que le règne de Jésus-Christ, le règne social de Jésus-Christ devait s'appliquer déjà dans la société terrestre. Et en cela, il reprenait pour lui l'idée de saint Paul dans l'épître aux Colossiens, saint Paul qui dit il faut tout rassembler dans le règne du Christ, les royaumes de la terre, les règnes de la terre et le royaume du ciel. Et cette instaurare omnia in Christo, qui était la devise de Pie X et qui avait été aussi beaucoup médité par le pape Pie XI. Hervé Pinoteau était de cette génération d'avant-guerre qui avait connu l'instauration de la fête du Christ-Roi. Eh bien, cette grande méditation de la messe du Christ-Roi et de la préface notamment de la messe du Christ-Roi, qui parle d'un royaume de justice et de paix, d'un royaume de vérité et d'amour, était la ligne directrice de la vie d'Hervé Pinoteau. Et en matière d'héraldique, tout ça a pris du sens. Et l'héraldique a été une espèce
de symbolique qui rendait compte de cette fondamentale croyance qu'avait Hervé Pinoteau, de ce message fondamental qu'il nous donnait, un message qui aujourd'hui serait comme la lampe qui luit dans les ténèbres, qui est montée très haut sur le lampadaire, et un message qui parfois était voué à l'échec, comme la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie humaine, d'un homme qui aurait pu être considéré comme un agitateur social et qui finit sur le gibet de la croix. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que depuis ses premiers dessins publiés, donc en 1954, jusqu'au dessin qui a été placé par ses enfants sur l'image mortuaire du baron Pinoteau, dessin qui représente la couronne des lys, c'est-à-dire la pureté de la monarchie française, son exigence, le fait qu'elle a été élue par Dieu pour guider notre pays. Eh bien, au milieu de cette couronne de lys, il plaçait les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, qui sont, je dirais, l'union absolument totale, je dirais, de l'amour de Dieu pour sa créature. Et je crois que dans son héraldique, il avait quelque chose d'absolu. Dans son dessin, d'abord, il avait un dessin extrêmement pur, un dessin extrêmement typique de lui, et puis d'une certaine époque aussi, de cette époque des années 1950-60, un dessin très clair et qui immédiatement parlait, je dirais, à l'âme et qui parlait immédiatement à la vue. Et ça, c'est caractéristique d'Hervé Pinoteau. Il savait être un héraldiste qui dominait la raison même de l'héraldisme, c'est-à-dire d'indiquer un message à la personne qui voit l'image. Et ça, c'était quelque chose qui était comme son caractère. Un caractère franc, net, un caractère très vrai. Alors certains diront terrible, parce qu'il pouvait être parfois très sévère, mais en même temps un caractère qui disait tout ce qu'il était. Et bien ça, c'était l'héraldique de Pinoteau. Avec un très grand attachement à la vérité et, en l'espèce, puisqu'il est question d'héraldique, à la beauté. Et on voit bien le lien avec cette spiritualité que vous décrivez, Emmanuel Rousseau. Ah oui, ça, incontestablement. Ce dessin qui m'a toujours beaucoup marqué, il me l'avait montré, nous nous connaissions depuis 1988, et le jour où il avait produit ce dessin, qui est sur son image mortuaire, j'avais été extrêmement touché parce que immédiatement on sentait cet amour très profond pour la pureté et l'éternité, je dirais, que nous donnent les lys, depuis une éternité à échelle humaine, bien entendu. 1000 ans, je dirais, de monarchie capétienne, 1000 ans de lys sur la France, et aujourd'hui encore, quand on voit les lys, on voit la France. Et en même temps, les cœurs unis de Jésus et Marie, qui sont, pour le chrétien, l'assurance justement de cette charité totale et intense, et qui témoigne aussi de la miséricorde du Père pour sa créature. Et je crois que Hervé Pinoteau, c'était tout ça. C'était à la fois cette exigence de pureté, cette exigence de clarté, et cette exigence d'amour que nous devons avoir les uns avec les autres. L'héraldique, pour lui, n'était pas qu'un symbole guerrier, comme elle a pu l'être au Moyen-Âge, et puis jusqu'à la fin de l'Ancien Régime dans certains cas, où les armes, comme on le dit, d'ailleurs le mot est un peu ambivalent, à la fois l'arme qui tue et puis les armes qui représentent une personne, une confrérie, une armée, un pays. Eh bien, à la fois les lys de France, pour lui, elles étaient le signe politique extrêmement fort, politique au sens très très noble du terme, et non pas au sens partisan du terme, mais politique de cette éminence, je dirais, de la France et de sa monarchie. Merci beaucoup, Emmanuel Rousseau. Merci pour cette si belle évocation d'Hervé Pinoteau et cette si belle explication de son œuvre. Merci. Bonsoir. Au revoir, Emmanuel Rousseau. Bonsoir, monsieur. Nous avons, pour finir en ligne, Henri Pinoteau. Bonsoir, Henri Pinoteau. Bonsoir, Luc Le Garsmer. Henri Pinoteau, vous êtes le petit-fils d'Hervé Pinoteau.
Et on sait que Hervé Pinoteau a fait non seulement des émules, des élèves, mais il a aussi apparemment transmis ses goûts et ses centres d'intérêt, puisque vous êtes vous-même archiviste. Henri Pinoteau, Emmanuel Rousseau nous a exposé, nous a démontré un fil rouge qui parcourt la carrière, un fil directeur qui parcourt la carrière et l'œuvre de votre grand-père, sa foi, son attachement à la spiritualité, son goût pour le beau et pour le vrai. On l'imagine en conséquence liturge avisé, d'autant plus qu'il avait quand même cet intérêt pour la phaléristique et notamment pour les cérémonies par lesquelles un nouveau chevalier entrait dans les ordres du roi, et puis il était surtout lui-même membre d'un certain nombre d'ordres. Est-ce qu'il était très attaché à la liturgie traditionnelle ? Oui, vous faites bien de le souligner, mais tout ça est vraiment en cohérence avec l'exigence et l'absolu qu'a très bien décrit Emmanuel Rousseau avant. Mon grand-père avait la foi chevillée au corps, on l'a vu jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ses dernières heures. Il a été un grand défenseur à son humble mesure du missel de ce qu'on appelle aujourd'hui la forme extraordinaire du rite romain. Il a été très lié au Barou et sa fondation, à Don Gérard notamment. Il a été extrêmement lié à la fraternité Saint-Pédis d'abord, puis à la fraternité Saint-Pierre à partir de 1988, avec des liens extrêmement fidèle et proche avec Feu le Bécoiffet par exemple, mais d'autres aussi. Il était jusqu'à la fin vice-président de la Société des Amis de la Fraternité Saint-Pierre. Donc il a eu un lien très particulier jusqu'au bout avec cette beauté de la liturgie défendue par ces quelques instituts parmi d'autres. Mais voilà, c'était une vraie une totale cohérence avec la beauté, avec la foi qu'il vivait, qu'il avait vraiment au plus profond de lui-même, jusque dans ses derniers moments. Et sur le plan de la transmission, alors de cela et plus généralement des champs du savoir qu'il a exploré, on ne publie pas autant, une trentaine de livres, je crois, plus de 900 articles, sans s'attacher à transmettre. C'est quelque chose qui était très prégnant chez lui, également avec ses proches, également dans le cercle familial ? Oui, sans obligation, si je puis dire. Ce qu'il a transmis, ce sont pas des valeurs, mais des principes d'exigence et d'absolu, des principes de transmission sur le sens, d'abord de l'histoire, bien sûr, avec une attention portée à l'enseignement, aux belles-lettres, à la philosophie, à l'histoire, qui se vérifie, si je puis dire, pas mal dans les générations qui l'ont suivi, et transmission plus largement du sens du devoir et du service, que ce soit, ma foi, par l'armée, par des engagements divers on a cité l'Ordre de Malte tout à l'heure pour d'autres circonstances, mais voilà, l'Ordre de Malte ou des organisations comme Notre-Dame de Chrétienté, il a su transmettre à sa mesure et dans d'autres domaines tout ce qu'il avait d'absolu, de soif d'absolu en lui, et je crois qu'à ce titre, il avait toutes les raisons il était très fier de sa femme, qu'il a toujours soutenue très discrètement, mais jusqu'au bout, très fier de ses 4 fils, et puis plus tard de ses petits-enfants, et parfois arrière-petits-enfants en puissance. Est-ce que vous savez quelles étaient ses plus grandes fiertés ? Alors, on va vous interroger peut-être sur ces fiertés académiques, pour ne pas abuser de la familiarité, duquel de ses livres ou duquel de ses actes ou de laquelle de ses prises de position Hervé Pinoteau était-il le plus fier ? Dans une carrière extrêmement longue, on l'a dit. C'est une carrière extrêmement longue. Alors, il a été souligné à juste titre tout à l'heure, l'importance de sa trilogie autour de la symbolique française en 3 tomes. Je me souviens très bien, alors que j'étais vraiment tout jeune, à cette époque de la parution du Chaos français et ses signes, qui a été le premier des tomes à apparaître, et puis de ce qui le précède, mais qui est encore plus monumental peut-être, la symbolique royale française. Voilà, complété par un index un peu plus tard qui s'appelle Clé pour une somme. Je crois que c'était vraiment son grand œuvre, dont il était
le plus fier, puisque je ne dirais pas s'y résumait, mais s'y développait au contraire l'ensemble de sa pensée tous azimuts. Ça, c'est pour le côté académique. Après, d'autres actions dont il a été extrêmement fier et à juste titre, eh bien, elles ont été parfaitement décrites par Emmanuel Rousseau tout à l'heure. C'est le procès remporté avec succès contre les princes d'Orléans pour l'usage des pleines armes de France, et peut-être aussi le fait d'avoir réussi à obtenir les papiers d'identité français au prince Alphonse et à ses enfants à la fin des années 1980. Il faut redonner, Henri Pinoteau, le titre de ces 2 ou 3 principaux ouvrages de cette trilogie, non pas dans l'ordre de publication, mais dans l'ordre logique, si je puis dire, la symbolique royale française, l'ordre intellectuel, voilà, la symbolique royale française 5e, 18e siècle, et puis le chaos français et ses signes, suivi donc de ce vaste index intitulé Clés pour une somme. Il s'agit à chaque fois d'ouvrages au format A4 et même un peu plus, qui comptent pour l'un 900 pages, pour l'autre 500 pages, et qui sont évidemment une véritable mine pour l'érudit comme pour le curieux, avec surtout un apparat critique considérable. Je vous remercie beaucoup, Henri Pinoteau, d'avoir accepté de conclure cette émission d'hommage. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un merci à vous pour l'hommage que vous avez voulu rendre à Hervé Pinoteau. Nous y sommes évidemment très sensibles. Et puis je remercie aussi les 3 intervenants précédents pour leur témoignage sur l'œuvre scientifique et intellectuelle de celui dont nous parlons ce soir. Merci Henri Pinoteau, et c'est l'occasion effectivement de renouveler nos remerciements à Patrick Spiliart, falériste, à Cédric de Fougerolles, vexillologiste, à Emmanuel Rousseau, archiviste, et donc à Henri Pinoteau que nous venons d'entendre. Je voudrais, chers auditeurs, cette émission n'est pas terminée, mais cet hommage à Hervé Pinoteau, lui, est terminé. Je voudrais vous lire ces quelques lignes que l'on trouve dans l'hommage à Hervé Pinoteau autour de l'Ordre du Saint-Esprit, un ouvrage dont j'ai dit qu'il était postfacé par Michel Pastoureau. Michel Pastoureau dit ceci à l'Académie, il s'agit de l'Académie internationale d'héraldique. À l'Académie, seul Michel Popov, moi-même, Michel Pastoureau, 3 ou 4 autres confrères appartenions alors au monde de l'université ou du patrimoine. Tous les autres académiciens, probablement les plus savants d'entre nous, exerçaient une profession autre, mais tous consacraient l'essentiel de leur temps libre à leurs chères recherches héraldiques, et tous étaient heureux de se retrouver chaque année pour en parler à l'occasion du Congrès international des sciences généalogiques et héraldiques, depuis 1952. Plus étonnant encore, lorsque ces grands aînés prirent de l'âge et que Michel Popov et moi-même suggérâmes que l'Académie accueille en son sein davantage de membres issus du monde universitaire et des métiers du patrimoine, des professionnels de la recherche en quelque sorte, nous fûmes certes écoutés, mais à notre grande surprise, le niveau des travaux commença à baisser. Fin de cette citation de Michel Pastoureau. Quel plus bel hommage à cet immense érudit que fut Hervé Pinoteau et qui était un autodidacte. Bonsoir, Tristan de Bourbon-Parme. Bonsoir Luc. Alors Tristan de Bourbon-Parme, je vous interroge sur un tout autre sujet qui est la biographie que vous consacrez à Boris Johnson aux éditions Bourrin et qui est sous-titré Un Européen contrarié. Alors c'est évidemment un livre qui présente une actualité brûlante puisque ce Brexit, cette sortie du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, dont on avait presque fini par penser qu'elle ne se produirait jamais, eh bien, elle a eu lieu il y a quelques jours, c'était le 31 janvier. C'était effectivement une excellente occasion de publier sous votre plume la biographie pondérée d'un homme imprévisible, Boris Johnson, qui est le Premier ministre de Grande-Bretagne. C'est un homme que vous présentez comme très paradoxal dans le pays du paradoxe. En préambule de cette entrevue, Tristan de Bourbon-Parme, on peut dire qu'il a finalement fait le Brexit sans y être favorable ? En fait, justement, c'est amusant parce que c'est l'image qu'il a en France, c'est l'image qu'il a dans de nombreux pays européens et même un peu au Royaume-Uni. Mais justement, pour un peu vérifier un petit peu ce qu'il en était, parce que je n'étais pas sûr moi-même en écrivant le livre quelle était véritablement sa vision, puisqu'il est présenté comme un opportuniste avant tout. Je suis allé un peu me creuser un peu sa carrière, que ce soit sa vie très jeune, adolescent, et toute sa carrière. Il a été journaliste
il a débuté sa carrière en tant que journaliste. Il a été en poste à Bruxelles. Et la différence entre lui et ses collègues, justement, c'est qu'il connaissait Bruxelles et l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que son père, dès 1973, rentre à la Commission européenne. Et donc dès l'entrée, pardon de vous couper, dès l'entrée britannique dans la communauté économique européenne, Exactement. Dans le marché commun, oui. Exactement. C'est-à-dire que le Royaume-Uni rentre en 1973 dans la communauté, dans la CEE, et donc son père cette année est un des premiers Britanniques à travailler au sein de la Commission. Et donc Boris Johnson a vécu avec lui à Bruxelles, il connaît donc les institutions européennes, et lorsqu'il arrive en tant que journaliste à Bruxelles en 1989, contrairement à ses collègues, il n'est pas il n'est pas surpris par le faste de Bruxelles et contrairement à ses collègues qui se mettent à adorer l'Union européenne, qui voit cette machine qui fonctionne merveilleusement bien, lui a beaucoup plus de recul. Et cela lui permet d'effectuer un vrai travail de journaliste, en tout cas une vraie approche du journaliste, c'est-à-dire de critiquer et de mettre un peu en question l'organisation qu'il est censé étudier et couvrir. Et donc, pour cette raison-là, et aussi parce qu'il se rend compte que, en prenant un point de vue un peu différent de ses collègues, ses articles seront remarqués à Londres. Donc, il prend un point de vue, on va dire, critique, eurosceptique, même si le terme est à l'époque tout récent. Et je me suis rendu compte, donc, en écrivant ce livre, que dès cette époque, il a un point de vue très critique de l'Union européenne. Donc, au départ, pour des raisons un petit peu, on va dire, carriériste, et ensuite il se rend compte que les critiques qu'il a se confirment, notamment, principalement l'euro. C'est quelqu'un qui a toujours été opposé à la création de l'euro, sur l'idée elle-même, mais surtout sur sa réalisation. C'est-à-dire qu'il estime que l'euro ne peut pas fonctionner en l'état, et d'ailleurs de nombreux Britanniques continuent aujourd'hui à le penser, même des opposants au Brexit et des supporters de l'Union européenne, en disant que l'euro ne peut pas fonctionner tant qu'une fiscalité européenne, pan-européenne, ne sera pas mise en place. Et il en dit d'ailleurs, je vous coupe Tristan de Bourbon-Parme, mais il en dit qu'il s'agit d'un projet calamiteux, qu'il boitera avec des taux de croissance sclérosés et qu'il finira par exploser. C'est ce que rapporte son ami d'enfance Hugo Dixon. Mais on pourrait vous rétorquer qu'après tout, on pouvait très bien être membre de l'Union européenne sans être membre de la zone euro, et c'était le cas du Royaume-Uni. Absolument. Mais justement, l'autre problème qui se pose pour Boris Johnson et d'ailleurs pour de nombreux Britanniques, notamment David Cameron, l'un de ses prédécesseurs, celui qui a lancé l'organisation du référendum de 2016, mais aussi de nombreux premiers ministres prédécesseurs, c'est-à-dire aussi bien Margaret Thatcher que John Major ou même Tony Blair, qui était montré comme le plus europhile des premiers ministres britanniques, ont un problème avec la souveraineté bruxelloise. C'est-à-dire que tous critiquent à un moment le fait que Bruxelles s'accapare de plus en plus de pouvoir. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que aujourd'hui, lorsque l'on dit que Bruxelles a récupéré beaucoup de souveraineté et que tous les États membres de l'Union européenne doivent abandonner leur souveraineté au profit de Bruxelles, on est considéré comme un eurosceptique. Alors que c'est une réalité. Et j'ai trouvé cette question extrêmement intéressante. Au Royaume-Uni, donc, Boris Johnson, pour lui, donc, en dehors de l'euro, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que Bruxelles a récupéré beaucoup trop de pouvoir et il estime donc qu'il est préférable pour le Royaume-Uni de quitter l'organisation. Alors, il y a la question de la zone euro, il y a la question de la monnaie commune. Il y a aussi la remise en cause, vous l'avez dit, de ce qui était ajouté à la monnaie commune, au marché unique, mais progressivement, il va tirer le fil de la pelote, si je vous suis bien, Tristan de Bourbon-Parme, et remettre en cause absolument tout, parce qu'il remet en cause l'euro. Ensuite, donc, ces obstacles à la souveraineté, que l'on trouve notamment dans le domaine de la pêche ou dans le domaine social. Et puis, il va finir par remettre en cause le marché unique lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même quelque chose d'assez erratique ? Est-ce que la
querelle d'ambition avec Cameron, par exemple, n'est pas aussi un facteur d'explication? C'est en partie un facteur d'explication. C'est-à-dire que Boris Johnson s'est rendu compte, avant de prendre la décision pour savoir s'il allait soutenir le Brexit ou au contraire le maintien dans l'Union européenne, il s'est évidemment rendu compte qu'en soutenant le Brexit, il allait devenir le chouchou du Parti conservateur. C'est-à-dire que la base des adhérents du Parti conservateur est très fortement eurosceptique. Et il savait très bien, quel que soit le résultat du référendum, que soutenir le Brexit ferait de lui le chouchou. Or, David Cameron ayant annoncé quelques mois auparavant qu'il n'irait pas au bout de son mandat, cela signifie qu'un nouveau leader allait devoir être élu dans les années qui suivaient. Donc, évidemment, Boris Johnson savait qu'en faisant le choix du Brexit, sa carrière serait potentiellement propulsée et il pourrait, là, grâce à cela, atteindre le poste de Premier ministre. Mais, c'est justement ce que j'ai découvert, en discutant avec sa famille notamment et sa sœur Rachel, Boris Johnson était quand même fondamentalement convaincu de la nécessité de sortir de l'Union européenne, au-delà de toute ambition carriériste. Un épisode que je trouve assez intéressant et assez remarquable, lors des années qui ont précédé le référendum, Boris Johnson a organisé énormément de rendez-vous, de déjeuners avec des diplomates, avec des hommes d'affaires, avec des économistes, avec des citoyens lambda, justement pour avoir leur opinion sur le référendum, pour justement pour l'aider à forger sa propre opinion. Et lors de 2 jours avant la sortie du référendum, il a écrit 2 textes. Un texte pour sortir, en disant « je veux sortir de l'Union européenne », un texte en disant « je veux y rester », et il a écrit ce texte en fait pour forger définitivement son opinion. Et il a expliqué à sa sœur qu'il lui a dit « regarde, Boris », enfin non, elle ne parle pas de Boris, parce qu'en fait le vrai prénom de Boris Johnson est Alexander. Donc sa sœur l'appelle encore Al. Et son nom est aussi un nom d'emprunt, mais plus ancien. Exactement. C'est quand même absolument incroyable. C'est-à-dire que il a changé de prénom à 13 ans, en prenant son 2e prénom. Enfin bon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire chez lui. Mais donc pour revenir à cette histoire, Rachel lui dit « regarde Al, ton texte sur la sortie de l'Union européenne, il est ridicule, il tient pas la route. En revanche, celui du maintien de l'Union européenne, les arguments vrais sont là. » Et lui répond « peut-être, mais quand j'ai fini d'écrire le texte pour le maintien dans l'UE, j'avais envie de vomir. » Ça prouve bien quand même qu'au fond de lui, au fond de ses tripes, Boris Johnson était favorable au Brexit. Et ça, c'est quelque chose de très anglais, c'est quelque chose qui découle logiquement des conditions particulières dans lesquelles le Royaume-Uni était entré en 1973 dans l'Union européenne après avoir essuyé 2 refus. Est-ce que ça naît d'une sorte d'illégitimité plus récente qui est celle du refus des conservateurs de consulter le peuple britannique au sujet du projet de constitution? Ou est-ce que c'est parce que c'est authentiquement Boris Johnson, soit un souverainiste, soit un homme dont l'attachement pour le peuple est sincère et qui aurait été progressivement non pas subverti, mais converti par la base, comme vous le disiez, notamment la base du Parti conservateur lui-même? Je pense que c'est un peu de tout ça. Ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, justement, c'est que donc les prédécesseurs de Boris Johnson, qu'ils soient travaillistes ou conservateurs, ont de sérieux doutes vis-à-vis de la direction prise par l'Union européenne, enfin par la CE tout d'abord, et par l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ce que je savais plus ou moins, mais sans vraiment l'avoir étudié, c'est que en 1975, le Royaume-Uni, c'est-à-dire 2 ans après son entrée dans l'Union européenne, le Royaume-Uni organise déjà un référendum pour demander aux Britanniques, voulez-vous qu'on reste dans l'Union européenne ou qu'on en sorte? Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que la principale figure du maintien dans l'Union européenne était Margaret Thatcher, qui pourtant, à l'image de quelqu'un d'eurosceptique et de très critique de l'Union européenne. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est de me dire comment quelqu'un qui, en 1975, soutient ardemment le maintien dans l'Union européenne et qui, 15 ans après, devient l'une des principales critiques de l'Union européenne.
Parce que le projet était plus libéral. Exactement. Parce que le projet, effectivement, pour elle, le projet n'est plus assez libéral. Il y a ces idées sociales qui sont apportées par les Français notamment. Et pour elle, pareil, la question de l'euro devient réellement problématique. Elle estime que la lire sterling fait partie de la souveraineté du pays, est un élément extrêmement important du pays, et elle refuse ce tournant vers une unité politique plus forte. Mais Margaret Thatcher n'est qu'une première ministre parmi les autres. John Major, qui lui succède, même s'il lutte ardemment contre les eurosceptiques pendant son mandat, est aussi très critique vis-à-vis de l'Union européenne. Tony Blair aussi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré chez les Britanniques. Tristan de Bourbon. Mais malgré... Oui. Je vous en prie, allez-y. Poursuivez. Mais comme vous me l'avez demandé, Boris Johnson est quand même allé plus loin. C'est-à-dire qu'il a osé, contrairement à ses prédécesseurs et contrairement à David Cameron, qui a organisé le référendum parce que lui-même avait de sérieux doutes en disant, comme l'a expliqué un de ses collaborateurs proches, qu'il estimait que le centre, en fait, de l'Union européenne s'écartait du Royaume-Uni et laissait un peu l'écart. Boris Johnson, lui, a décidé de faire le pas de plus, et c'est ce qui fait justement sa différence avec les autres. Alors, ce référendum, il finit par avoir lieu, c'était le 23 juin 2016, et c'est le Leave, c'est le départ qui l'emporte à 51,89% des suffrages exprimés. La participation était supérieure à 72% des inscrits. Et pourtant, il a fallu plus de 4 ans. Alors, pour que ce départ se réalise effectivement, on n'a pas le temps, évidemment, de refaire tout l'historique des négociations. Elles ont achoppé sur un certain nombre de points, comme d'habitude la volonté des partis de ne pas perdre la face, vraisemblablement la volonté de l'Union européenne de ne pas adresser de mauvais signal à ses autres membres et de ne pas les pousser à activer à leur tour l'article 50 qui leur permet de quitter l'Union européenne. Il y avait la question de la pêche et la question de l'Irlande, puisqu'elle est toujours divisée entre une Irlande loyaliste, l'Irlande du Nord, l'Ulster, et puis une République d'Irlande au centre et au sud. Est-ce que, selon vous, Tristan de Bourbon-Parme, l'Union européenne est responsable, voire coupable de l'allongement des délais, ou est-ce qu'il était légitime pour elle, en tout cas attendu, de ne pas céder trop au Royaume-Uni? Est-ce que c'était prévisible, la longueur des négociations? Oui, c'était un peu prévisible pour deux raisons. Premièrement, parce que les Britanniques, Boris Johnson le premier, même s'il était un des la principale figure du Brexit, et Michael Gove, son compère qui était ministre aussi à l'époque, ne pensait pas gagner. J'ai rencontré un des responsables de la campagne du Leave et qui m'a expliqué lorsque le bureau de vote ont fermé, Boris Johnson et Michael Gove m'ont dit on ne gagnera pas, on a fait ce qu'on a pu, mais bon, voilà. Donc eux-mêmes ont été surpris et donc ils n'avaient pas prévu de plan B, c'est-à-dire que ferons-nous si nous gagnons? C'est le Brexit a lieu. Donc c'est une première raison qui explique que les négociations ont mis du temps déjà à démarrer et ensuite voilà. La deuxième raison, c'est évidemment, comme vous venez de le dire, Luc, l'Union européenne ne veut pas envoyer de mauvais signal à ses autres membres. C'est-à-dire, elle ne voulait pas accorder un accord trop bénéfique pour le Royaume-Uni, sans quoi d'autres membres comme la Hongrie, où déjà les tensions avec l'Union européenne sont très fortes, auraient pu dire pourquoi restons-nous dans l'Union européenne si l'accord était aussi favorable en étant à l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit aussi qu'il y a une vraie paranoïa au sein de l'Union européenne actuellement. Et ces derniers jours, notamment sur toutes les histoires de vaccins, montrent bien la mauvaise foi de certains dirigeants européens vis-à-vis du Royaume-Uni et leur approche pour le moins douteuse. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un comme Ursula von der Leyen qui, ces derniers jours, donc la présidente du Conseil européen, qui explique que le Royaume-Uni a autorisé certains vaccins beaucoup trop tôt et a été laxiste, un peu bâclé ses études des vaccins,
c'est quand même un jeu très dangereux, c'est quand même un jeu extrêmement populiste d'oser dire ça, parce que jamais les autorités sanitaires britanniques n'auraient pris une décision pareille. Mais et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça montre un petit peu, et je le montre d'ailleurs dans le livre, j'essaie de montrer que certes, Boris Johnson et les premiers ministres britanniques sont responsables et sont les premiers responsables du Brexit, il n'y a aucun doute là-dessus, mais l'Union européenne et certains dirigeants européens, par leur traitement et un petit peu leur arrogance parfois vis-à-vis des Britanniques et des dirigeants britanniques, ont aussi provoqué en partie le Brexit, en plaçant un petit peu les Britanniques dans une impasse et en n'acceptant pas de les prendre à leur table, à la table des négociations et à la table de la direction aussi de l'Union européenne. Merci beaucoup Tristan de Bourbon-Parme pour cette entrevue que vous nous donnez au sujet de Boris Johnson, un Européen contrarié, aux éditions François Bourin. C'est, je crois, la première biographie de Boris Johnson en langue française, en tout cas en France. Absolument, oui, absolument, Luc. C'est la première en langue française, et c'est la première publiée en France aussi également, absolument. C'est en tout cas un guide très intéressant de l'histoire politique hyper contemporaine du Royaume-Uni et notamment de ses relations avec l'Union européenne. Un grand merci. Bonsoir Tristan de Bourbon-Parme. Bonsoir Luc, merci. Cette émission, chers auditeurs, s'achève. Nous nous retrouvons le 4 mars 2021. Pensez, s'il vous plaît, à verser votre don à Radio Courtoisie. Et puis, puisqu'il me reste quelques instants, permettez-moi, s'il vous plaît, de lire en guise de conclusion ces mots que l'on doit à Hervé Pinotto, intitulés « De la résistance en attendant l'offensive ». Ils nous fourniront, je crois, une belle conclusion à cette émission d'hommage. « Je n'envisage pas l'action, légitimiste, comme tonitruante, mais bien comme une lente préparation des esprits, comme l'organisation tout d'abord informelle d'une nouvelle résistance, donc de points d'appui, de hérissons au milieu d'un pays hostile, sans que tout soit trop coordonné ni massifié, car en cas de crise, nos maîtres auraient vite fait d'anéantir tout l'ensemble. Il faut des militants humbles, actifs et disponibles, capables de profiter des occasions pour faire connaître la cause. J'ajoute que d'une façon générale, il s'agit de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi avec prudence, capables d'aider les camarades s'activant pour le bien, sans être formellement royaliste. Ce n'est que progressivement que l'on verra enfin prendre la mayonnaise, prise aidée par les prières et les sacrifices. Des événements seuls connus de la Providence pourront précipiter les choses, mais il faut s'y préparer. Fin de citation. Bonsoir chers auditeurs, au 4 mars. D'entendre le libre journal des chevaux légers dirigé par Luc Le Garsmer, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 4 février 2021 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.